Le steak venait d'atterrir devant moi. Saignant, comme toujours. Quand Chelsea s'est raclé la gorge et a tapé sur son verre de vin avec le dos de sa fourchette, cela a produit ce tintement creux et aigu qui traverse une pièce entière. J'ai levé les yeux, un demi-sourire aux lèvres, sur le point de lever le mien pour le toast. Je ne savais pas que j'étais à quelques secondes de devenir un exemple à ne pas suivre. J'ai une annonce à faire, dit-elle, sa voix légère et sucrée comme si elle dévoilait un ballon de révélation de genre, pas une trahison personnelle. Elle s'est levée, a lissé sa robe en soie et a affiché ce sourire de concours de beauté, tendu et répété. Mes amis, mes collègues, même mon parrain. Toutes les têtes se sont tournées vers elle, s'attendant à quelque chose de touchant. J'étais à quelques secondes de tous les remercier d'être venus, de soutenir mon prochain chapitre, de célébrer le fait que le conseil d'administration de mon défunt père venait de me nommer administrateur fiduciaire par héritage. Au lieu de cela, j'ai regardé ma femme depuis 8 ans commettre calmement un homicide social. Je vois quelqu'un d'autre, a-t-elle dit du même ton que l'on pourrait utiliser pour dire « j'ai acheté du lait d'amande à la place ». Pas de crescendo, pas d'excuses, juste une tension électrique brute. Et c'est lui qui m'a encouragé à être honnête avec vous tous. Alors, merci, Evan, pour tout, vraiment. La table s'est figée. Quelques fourchettes se sont arrêtées en l'air. Un type a essayé de ricaner comme si c'était une blague. Ce n'en était pas une. Je pouvais entendre le sang bourdonner dans mes oreilles. La plupart des hommes auraient rougi, jeté quelque chose, exigé des réponses. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai juste attrapé mon portefeuille, sorti ma carte et fait signe au serveur avec un calme dont je ne suis toujours pas sûr qu'il était réel. Pourriez-vous apporter l'addition ? Séparé, ça ira. J'ai même laissé 25% de pourboire. Parce que, merde, ce n'est pas la faute du serveur si ma femme a fait exploser une grenade pendant les hors-d'œuvre. Elle est restée là à me regarder, attendant une réaction. N'importe quoi. Je ne lui en ai donné aucune. J'ai signé, je me suis levé, j'ai redressé ma veste et je suis sorti. Je l'ai laissée là avec son nouveau parrain de l'honnêteté et une douzaine de visages qui ne la regarderaient plus jamais de la même manière. C'est ça, le truc avec les trahisons publiques. Tout le monde voit qui a appuyé sur la gâchette. Personne n'oublie d'où venait la balle. Et si vous êtes encore en train d'écouter, plus de 97% d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Si vous êtes l'un d'eux, appuyez sur ce bouton. Cela motive l'équipe plus que vous ne l'imaginez. De retour dans la voiture, je suis resté assis en silence. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste fixé mon reflet dans le rétroviseur et j'ai pris une décision. Je ne serai pas l'homme qui m'en dit une explication. Je ne rivaliserai pas avec un autre homme pour des miettes de dignité. Je disparaîtrais si complètement qu'on en raconterait des histoires. Elle voulait m'humilier. Soit, mais elle n'obtiendrait jamais le fin mot de l'histoire, jamais elle ne mettrait la main sur la fin. J'ai conduit jusqu'à mon bureau, débranché l'ordinateur, pris mes disques durs, mon vieux sac de sport et une clé que je n'avais pas utilisée depuis des années. Une clé dont elle ne connaissait même pas l'existence. Un deuxième garde-meuble non déclaré, payé en espèces, caché derrière une laverie automatique. J'ai échangé mon téléphone contre un portable prépayé à clapet. J'ai laissé le smartphone allumé sous le robinet de l'évier de la cuisine, là où je savais qu'elle le trouverait, bourdonnant jusqu'à sa tombe peu profonde. Puis j'ai ouvert un dossier manie poussiéreux intitulé « Phase 1 ». Elle pensait être audacieuse, courageuse, peut-être même inspirante. Mais ce que Chelsea n'a jamais réalisé, c'est ceci, je n'ai jamais agi sous le coup de l'émotion. J'ai toujours joué sur le long terme, et le premier coup à long terme a commencé il y a plus d'1 an. La maison était d'un silence de mort à 4h13 du matin. Les mêmes murs qui résonnaient autrefois de jazz les dimanches paresseux se contentaient maintenant de regarder. De juger. J'ai traversé la cuisine en chaussettes, contournant le téléphone brisé dans l'évier, qui fredonnait encore faiblement sous l'eau comme un insecte mourant, et j'ai ouvert le placard au-dessus du réfrigérateur. La plupart des gens y rangent des pâtes ou des piles. Nous y gardions une clé, vieille, rouillée, enroulée dans un élastique. Elle n'ouvrait rien dans notre maison. C'était tout l'intérêt. Le sac de sport était déjà prêt. Il l'était depuis des mois. Non par paranoïa, juste par instinct. Une paire de bottes, un disque de sauvegarde, un ordinateur portable secondaire et des liasses de billets totalisant $40 000. De l'argent dont Chelsea ignorait l'existence car il provenait des dividendes d'une LLC d'avant le mariage,
qu'elle avait un jour qualifié en plaisantant de « société fantôme de ton père décédé ». Drôle comme les sociétés fantômes reviennent parfois hanter les vivants. Je me suis glissé dans mon camion. Oui, j'avais gardé le Tacoma de 98, et j'ai roulé 27 miles vers l'ouest jusqu'à un garde-meuble que j'avais ouvert sous un alias oublié. Le même nom que j'utilisais à l'université pour contourner les permis de stationnement. À l'intérieur, une identité complète et intacte, comme une nouvelle peau attendant juste d'être enfilée. Je n'en avais pas encore besoin, mais c'était bon de savoir qu'elle était réelle, que j'existais ailleurs, intouchable. À 6h10 du matin, j'étais enregistré dans un motel de bord de route sous un faux nom, avec une brosse à dents d'un distributeur automatique. Le matelas grinçait comme s'il avait subi un traumatisme. La vue de la fenêtre donnait sur une benne à ordures et un caddie cassé. Parfait. Personne ne vous cherche dans des endroits qui sentent le moisi et les cigarettes deux pour le prix d'une. Puis j'ai passé un appel, un seul. Harvey Beckman, ai-je dit quand il a répondu, ensommeillé. Bon sang, Evan, tu me dois toujours une faveur. Il n'a pas discuté, n'a même pas demandé pourquoi, il a juste dit, tu as des ennuis. Non, je suis enfin en mouvement. À midi, 3 documents étaient en cours de traitement, une démission complète de la Fondation Weston, envoyée par courrier recommandé et signée au nom du successeur que j'avais choisi moi-même, une réactivation légale de la LLC dormante Beckman Morris. Et un transfert de ses comptes vers un trust nouvellement créé basé en Oregon, un État où les trusts n'ont pas à lister leurs bénéficiaires dans les registres publics. Et devinez qui contrôlait ce trust? Pas Chelsea. Je ne disparaissais pas seulement physiquement. J'effaçais mes traces au fur et à mesure. Il y a eu un moment qui a failli me faire craquer. Un seul. Je m'étais arrêté dans un dîner en périphérie de la ville, j'avais commandé un café noir et des œufs que je n'ai pas touchés. De l'autre côté de la banquette, un père aidait son enfant à colorier sans dépasser les lignes. J'ai regardé la petite fille rire, ses cheveux en couette. Puis elle l'a appelé, « Papa », de cette façon que les enfants ont quand ils pensent encore que vous êtes invincible. Chelsea et moi avions essayé une fois, une fausse couche. Elle a arrêté d'essayer après ça. J'ai continué à espérer, stupidement, jusqu'à ce que l'espoir devienne une autre facture impayée. J'ai laissé un billet de 50 sous la tasse et je suis sorti. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le sol du garde-meuble. Juste moi, mon sac et un dossier de paperasse qui allait bientôt se dérouler en quelque chose de bien plus grand que la vengeance. Il ne s'agissait pas de lui faire du mal. Il s'agissait d'effacer la version de moi qu'elle pensait avoir le droit de briser. Le lendemain matin, mon assistant à la fondation a reçu une lettre de démission avec ma signature et une note, effectif immédiatement. Déléguer toutes les affaires à Marcus Shaw. Pas de questions, pas de suivi. C'est permanent. Chelsea ne l'apprendrait pas avant des jours. Et quand elle le ferait, je serais déjà parti de tous les systèmes, de tous les actifs, de toutes les plateformes qui me rendaient autrefois traçable. Je ne me cachais pas. Je me soustrayais. Et il y a une différence. Chelsea a toujours aimé la caméra. Elle a posté la vidéo seulement 2 jours après l'incident du dîner. Parfaitement éclairée, parfaitement habillée, une douce musique de fond jouant comme si elle narrait une conférence TED sur la croissance personnelle au lieu de faire exploser publiquement son mariage. Elle l'a intitulée « Honnêteté, guérison et conversation difficile ». La miniature la montrait tenant une tasse sur laquelle était écrit « Évolue ». Son ton était tranquille, condescendant, comme si elle revenait d'une retraite de yoga au lieu d'anéantir la vie d'un homme pendant les hors-d'œuvre. C'était une décision difficile, disait-elle à l'objectif, les yeux vitreux mais secs. Mais parfois, nous dépassons les rôles, les étiquettes, les attentes. Evan et moi, nous n'étions plus alignés. Et quelqu'un est entré dans ma vie qui m'a aidé à voir que je vivais une version de moi-même façonnée par le confort, non par la vérité. Elle a utilisé des mots comme « parcours »,« vulnérabilité » et « émancipation ». Pas une seule fois elle n'a dit « trahison ». Pas une seule fois elle n'a dit « liaison ». En fait, elle n'a même jamais appelé ça de l'infidélité. Juste un « éveil ». Quelques personnes dans son petit cercle de bien-être performatif ont applaudi. Des commentaires comme « Merci de nous montrer à quoi ressemble le vrai courage » ont afflué, principalement d'autres femmes qui n'avaient jamais rencontré Evan, jamais vu l'expression sur son visage quand Chelsea a choisi de « s'éveiller » à ses frais devant son avenir. Mais les applaudissements n'ont pas duré. La page sociale de la fondation est devenue inactive.
Les gens l'ont remarqué. Un donateur a posté « Et, où est Evan ?» Il devait prendre la parole au gala de mentorat cette semaine. Un autre a demandé pourquoi le portail de dons était hors service. Le gala lui-même a été reporté indéfiniment. Quand elle a essayé de commenter, Evan prend un congé sabbatique bien mérité, quelqu'un a répondu, le savait-il? Et puis les choses ont commencé à devenir bizarres. Elle a appelé son bureau, ligne coupée. Envoyé un email à son assistant, pas de réponse. Contacté son cousin, qui vivait à Seattle, messagerie vocale pleine. Elle a même essayé d'envoyer un message à Marcus Shaw, le successeur qu'Evan avait nommé dans les documents du trust. Marcus a renvoyé un email d'une seule ligne, « Veuillez adresser toutes les futures questions au conseiller juridique du conseil d'administration. Conformément aux instructions de M. Elwood, je ne m'engagerai pas dans des affaires personnelles. » C'est à ce moment-là que le ton de sa voix a commencé à vaciller. Elle a appelé la police. Non pas pour signaler un crime. Oh non, cela reviendrait à admettre qu'elle n'avait aucun contrôle. Elle a demandé une vérification de bien-être, a dit qu'elle était inquiète, qu'il n'était pas rentré à la maison, ne s'était pas présenté au travail, et qu'il était peut-être en détresse émotionnelle. Le policier qui l'a rappelé avait l'air de s'ennuyer. « Madame, nous avons trouvé sa voiture sur un parking de covoiturage près de la 405, verrouillée. Aucun signe d'acte criminel. Personne correspondant à sa description n'a été admis dans un hôpital. Et franchement, un homme adulte qui ne veut pas être retrouvé, ce n'est pas illégal. » Cette partie a dû lui faire mal. Elle n'a pas posté d'autres vidéos, mais elle a apporté quelques changements subtils à son profil. La biographie qui disait autrefois « épouse, militante, chercheuse » a été changée en transition. Les commentaires sous ses anciens messages ont été discrètement désactivés et les stories Instagram ont disparu. Au bout de 2 semaines, elle a commencé à appeler de vieux amis communs, pas pour demander comment allait Evan, juste pour sonder l'ambiance, pour vérifier si quelqu'un l'avait vu. La plupart n'ont pas répondu. L'un d'eux, un ancien témoin de mariage, a raccroché dès qu'elle a prononcé son nom. Et ce fut la première fissure. Le moment où elle a réalisé qu'Evan ne se cachait pas d'elle. Il s'était évaporé autour d'elle. Elle s'est tenue devant le miroir de la salle de bain cette nuit-là, le teint frais, l'enlumineur encore sur ses pommettes, et a chuchoté à personne, « Il reviendra. Il revient toujours. » Mais cette fois, le miroir n'a pas hoché la tête, car pour la première fois de sa vie organisée, filtrée, toujours sous contrôle, Chelsea ne tenait pas les rênes du récit. Et le silence, il n'était pas accidentel. Tout a commencé par une erreur de connexion. Chelsea était assise sur le bord du lit. Leur lit, bien qu'il ne sente plus que les bougies hors de prix et la masculinité factice de l'eau de Cologne de son nouveau partenaire. Quand elle a essayé de vérifier le compte de succession commun, elle ne paniquait pas. Pas encore. Elle voulait juste déplacer un peu d'argent. Le silence du camp d'Evan avait commencé à la démanger et elle s'est dit qu'avoir quelques liquidités aiderait à calmer ses nerfs. Le mot de passe ne fonctionnait pas. Elle a réessayé. Majuscule. Non. Verrouillage de sécurité. Elle a cliqué sur « mot de passe oublié ». Le compte n'existe pas. Elle a cligné des yeux. A essayé un autre navigateur. Un autre appareil. Même résultat. Ses doigts ont commencé à trembler. Elle a envoyé un texto à son avocate, Lana, une vieille amie de fac qui l'avait un jour aidé à rédiger un contrat de mariage, juste par sécurité. « Salut, petite question. Peux-tu vérifier le compte Western Estate? Quelque chose cloche de mon côté. » 20 minutes plus tard, Lana a appelé. Pas de politesse, juste ces mots, « Chelsea. Assieds-toi. » Le compte avait disparu. Pas clôturé, absorbé. Le Western Estate n'existait plus sous sa forme originale. Ses actifs, liquides et autres, avaient été transférés 6 mois plus tôt dans quelque chose appelé la Fondation Driftwell, un trust caritatif privé avec un conseil d'administration composé de 3 membres. Chelsea n'en faisait pas partie. Evan, cependant, détenait le vote décisif unique sur toutes les décisions. Les statuts du trust étaient en béton. Personne ne pouvait toucher au fonds à moins de remplir 2 conditions, faire partie de la charte de formation originale et n'avoir aucune violation, active ou historique, de la clause de moralité liée à l'union qui a fondé le trust. La voix de Chelsea s'est brisée. Quelle clause? Lana est restée silencieuse.
Puis, le contrat de mariage. Tu m'as fait t'aider à le rédiger. Tu te souviens? Non, la gorge de Chelsea s'est asséchée. C'était une clause type, Lana, juste du jargon pour calmer sa tante. Lana a soupiré. Page 14. Clause 6C. Elle s'active en cas d'infidélité avérée. Tu l'as signé. Et Evan, elle a marqué une pause, Evan a fait authentifier sa copie témoin avec des preuves horodatées. Ce n'était pas émotionnel, Shell. Il a planifié ça. Il a enterré cette clause il y a 1 an. C'est à ce moment-là que la panique a frappé. Elle a refermé l'ordinateur portable d'un coup sec, a attrapé son téléphone et a appelé l'ancien comptable d'Evan. Directement sur la messagerie vocale. Elle a appelé la ligne du bureau de la fondation. Déconnectée. Elle a tenté sa chance sur LinkedIn, a trouvé un comptable junior qui avait un jour fait l'éloge d'Evan dans un commentaire et lui a envoyé un message directement. La réponse est arrivée 5 minutes plus tard, veuillez adresser toutes les futures demandes au service juridique de la fondation. Monsieur Elwood n'est plus accessible par ce canal. Merci. C'était comme une rangée de portes claquant l'une après l'autre, résonnant dans un couloir de marbre qu'elle avait l'habitude de parcourir avec des talons qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Elle est allée à la banque en personne, a brandi sa carte d'identité comme une arme, a exigé de parler à un directeur d'agence. L'homme l'a fait asseoir doucement et a affiché le peu d'informations auxquelles il pouvait encore accéder. Le trust était réel. Les actifs étaient réels. Les registres de retrait, gelés. La propriété, unique. Elle a sifflé, mais nous étions mariés. Le directeur a jeté un autre coup d'œil à l'écran. Plus légalement, non. Quoi? Il a tourné légèrement le moniteur. Une dissolution a été déposée il y a 4 semaines, basée sur une clause de votre contrat de mariage. L'acte d'infidélité vérifié a servi de motif immédiat pour une dissolution unilatérale. Effective dès sa soumission. C'est rare, mais techniquement valide. La paperasse avait été déposée. Propre, élégante, irrévocable. Chelsea est sortie en titubant sur le parking, le visage en feu. Ce n'était pas une réaction. C'était une trappe qui avait été cirée, préparée et qui attendait. Elle pensait larguer une bombe. Mais Evan avait piégé le bâtiment avec des charges silencieuses 1 an auparavant, et maintenant le sol avait disparu. Chelsea avait toujours supposé que la loyauté avait une date d'expiration. Que les amis n'étaient qu'une proximité en pilote automatique. Que les gens passaient à autre chose. Mais ce silence était différent. Ce n'était pas de la distance. C'était délibéré. Et c'était suffocant. Elle a commencé par des textos légers et décontractés au groupe d'amis d'Evan. Ceux qui venaient pour les soirées match ou organisaient des dégustations de vin qu'elle feignait d'apprécier. Salut, ça fait une éternité. Un brunch bientôt? Aucune réponse. Pas même un pouce levé. Elle a envoyé un message à Paul, celui qui flirtait toujours un peu trop ouvertement. Il craquerait sûrement. Sa réponse fut sèche, pas intéressé par les retombées. Bonne chance. Retombées. Ce mot persistait comme un parfum dans une pièce fermée. Ensuite, elle a contacté le mentor d'Evan, le docteur Llewellyn, l'homme qui avait un jour porté un toast à leur fiançailles avec un gland-livet de 40 ans et l'avait qualifié de « vive comme un scalpel, dangereuse comme une lame ». Elle a envoyé un email à son adresse universitaire. Il a été retourné. Le site web indiquait qu'il avait pris sa retraite. Elle a essayé d'appeler son bureau, une messagerie vocale en espagnol. Quand elle a finalement joint son ancienne assistante, la femme a gloussé et a dit « Il a déménagé en Espagne il y a 2 mois. Pas d'adresse de suivi. Désolé. Déménager en Espagne. Juste comme ça. Disparu. Tout comme Evan. Même son cousin Nat, le photographe qui avait un jour squatté leur canapé pendant 1 mois, a prétendu ne pas avoir parlé à Evan depuis des lustres. Son ton au téléphone était de bois, comme si chaque mot avait été approuvé par un avocat. Quand Chelsea a insisté, « Allez, Nat. Je ne suis pas la méchante ici », il a expiré brusquement. Tu penses qu'il est en colère à cause du dîner, Chelsea? Ce n'est pas ça. Ce n'était que le final. Qu'est-ce que ça veut dire? Clique, elle a jeté son téléphone sur le lit. Prochaine étape, le bureau de la fondation. Elle s'est habillée pour l'occasion, professionnelle, contrite, non menaçante.
Elle est entrée en s'attendant à de la familiarité, mais la réceptionniste, nouveau visage, nouveau ton, l'a regardée de haut en bas comme si elle vendait des multipropriétés. « Chelsea Elwood », a-t-elle dit. La femme a penché la tête. « Avez-vous un rendez-vous » ? « Non, mais j'étais au conseil consultatif. » Une pause. Du genre qu'on ne peut pas désentendre. « Il y a une raison pour laquelle vous ne l'êtes plus. » Chelsea s'est raidie. « Excusez-moi. Madame, on m'a demandé de prévenir la sécurité si vous tentiez d'entrer sans autorisation. Si vous souhaitez laisser vos coordonnées, nous pouvons les transmettre à l'équipe juridique. » Sécurité. Équipe juridique. Elle a reculé si vite qu'elle a failli renverser un porte-revue. Dehors, dans sa voiture, elle a essayé de respirer, mais ses mains tremblaient. Pas de peur, de prise de conscience. Il n'était pas seulement parti. Il n'avait pas fui. Il l'avait effacé. Les emails autrefois partagés renvoyaient maintenant des erreurs. Les dossiers Dropbox avaient disparu. Même les anciennes relations mutuelles sur LinkedIn ont commencé à disparaître une par une. Les photos de mariage où elle l'avait tagué, son nom était délié, désactivé, comme si Evan Elwood avait été un rêve et qu'elle s'était réveillée seule. Lors d'un dîner 2 semaines plus tard, son premier événement social depuis l'implosion, quelqu'un a fait teinter un verre et a fait une blague sur le « ghosting » avec des feuilles de calcul. Tout le monde a ri. Chelsea a forcé un sourire. Mais une femme de l'autre côté de la table, quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, s'est penchée. « Vous êtes Chelsea, n'est-ce pas » ? « Oui, dit-elle prudemment. » La femme sirota son vin. « Il y a tout un subreddit sur votre mari. Disparu, déplacer des actifs, recommencer à zéro. C'est comme regarder un homme en pleine possession de ses moyens. » Chelsea a ri nerveusement. Reddit rend tout dramatique. La femme n'a pas souri. « Non, je suis sérieuse. C'est impressionnant. On ne voit pas souvent ce niveau de discipline. » Chelsea est restée figée. Pas à cause de l'histoire, mais de la façon dont la femme a dit « votre mari ». Au présent. Comme si Chelsea faisait encore partie de l'histoire. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'était pas ignorée. Elle était expurgée, retirée couche par couche. Ce n'était pas seulement qu'Evan avait disparu. C'était que dans la nouvelle version de son monde, elle n'avait jamais existé. Cela faisait 3 ans. 3 ans de silence, plus bruyant que n'importe quelle dispute, plus froid que n'importe quelle porte claquée. 3 ans de gros titres qui passaient à autre chose, d'amis communs qui avaient des bébés, divorçaient et déménageaient dans le Vermont, à Austin ou à Bali. 3 ans où Chelsea prétendait, publiquement du moins, qu'elle allait bien, mieux même, qu'elle écrivait un livre, lançait une société de conseil, se redécouvrait. Mais la vérité, c'est qu'elle tournait en rond, ne guérissait pas, n'avançait pas, orbitant simplement autour d'un espace qui ne reconnaissait plus son existence. Jusqu'au magazine. Ce n'était pas une publication de premier plan, ni GQ, ni Architectural Digest, juste un magazine de niche sur le style de vie côtier que quelqu'un avait laissé sur la table d'un café à Savannah, où Chelsea prétendait écrire ses mémoires. Elle l'a feuilleté distraitement, cherchant des mises en page de photos à imiter, des couleurs, un équilibre, un ton, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une double page intitulée « Le chuchoteur de bois flotté ». Elle a arrêté de respirer. Il était là, à moitié de profil, à moitié dans l'ombre, sculptant un mur incurvé de bois flotté le long d'une dune. Il avait l'air différent, plus âgé mais pas vieilli, hâlé, la barbe poivre et sel mais taillée avec intention. Il portait un tablier en toile usée. Ses mains étaient rugueuses. Son corps paraissait plus mince. Ses yeux, bien que principalement cachés par des lunettes d'aviateur, avaient toujours la même intensité. L'auteur était crédité comme Rowan, artiste, sculpteur, minimaliste. Pas Evan Elwood, juste eux. Mais elle savait. L'article parlait en termes romantiques. Comment il ne donnait jamais son nom complet. Comment son travail apparaissait soudainement le long des plages et disparaissait tout aussi vite. Comment il parlait rarement à la presse. Comment il troquait des pièces avec les locaux, parfois contre du pain, parfois contre des pièces de bateau. Comment il refusait de parler de son passé. Une ligne s'est détachée comme un couteau, j'ai dû disparaître pour voir clairement. Chelsea l'a relu encore et encore. Ses mains se sont mises à trembler. Elle a quitté le café sans payer. Elle est retournée à sa location et a tiré les rideaux comme si quelqu'un l'observait.
Pendant les 6 heures suivantes, elle a tout épluché. Recherche d'images inversées sur la photo, traçage du journaliste, qui n'avait apparemment rien pu confirmer sur le passé d'Evan au-delà de la scène artistique côtière. L'emplacement était vaguement indiqué comme une portion isolée de la côte est, mais une photo floue en arrière-plan montrait une ligne de crête familière. Elle l'a comparée à de vieilles cartes de randonnée. Elle correspondait à une région de Caroline du Nord, un endroit qu'il avait mentionné une fois quand il faisait encore semblant d'être amoureux. À 22h04, elle avait un billet d'avion. Wilmington, aller simple. Cette nuit-là, elle s'est tenue devant son miroir pour la première fois depuis des mois. Étudiant son propre visage. La peau était plus fine maintenant. Les pas de doigts, réels. Elle a chuchoté à voix haute, comme pour s'entraîner. Salut Evan. Je ne m'attendais pas à, non. Trop répété. Evan, j'ai lu quelque chose. Non. Trop évident. Elle a réessayé. Tu m'as manqué. Celui-là faisait mal à dire parce que c'était vrai. Elle a essayé de dormir mais n'y est pas parvenue. Les rêves tordaient des versions de lui se détournant, de lui la regardant comme si elle était de la buée sur une vitre. Elle s'est réveillée en sueur, a fait un seul bagage à main et a fixé son passeport pendant 10 minutes. Même si elle ne quittait pas le pays. Quand elle a embarqué le lendemain matin, elle portait des lunettes de soleil et un sweat à capuche, comme quelqu'un dans un programme de protection des témoins. Elle gardait le magazine plié dans son sac. La page cornée. Non pas parce qu'elle avait besoin de la photo, mais parce que cela lui rappelait à quoi il ressemblait maintenant. Libre. Pas amer, pas ruiné, ne se cachant pas dans l'ombre de leur ancienne vie. Il n'essayait pas de se venger, ne postait pas de citations cryptiques. Il n'essayait rien du tout. Il était simplement devenu autre chose. Et cela la terrifiait plus que s'il avait complètement disparu. Parce que les hommes qui disparaissent peuvent être retrouvés. Mais les hommes qui se transforment, eux, ne reviennent pas. Le sable était froid sous ses sandales. Granuleux et doux comme seules les plages à l'aube peuvent l'être. Encore intact, encore honnête. Le soleil n'était pas encore complètement levé. Juste une lueur pâle qui saignait à l'horizon, comme si quelqu'un avait étalé de l'or avec son pouce. Et il était là, seul, exactement comme le disait l'article. Pas d'entourage, pas de caméra, juste un homme accroupi près de la marée, assemblant de longues bandes de bois flottées argentées en quelque chose qui ressemblait au squelette d'une baleine en pleine respiration. Ses mains se déplaçaient lentement, délibérément, passant de la ficelle à travers des rainures usées par la mer, pressant les pièces ensemble comme s'il réparait quelque chose que l'océan avait essayé d'oublier. Chelsea se tenait à 6 mètres derrière lui, ne sachant comment respirer. Il n'avait pas entendu ses pas. Ou peut-être que si, et il s'en fichait. Peut-être qu'il savait simplement qui ce serait. Elle a attendu le bon moment, le bon angle. Il n'y en avait pas, alors elle a dit son nom. Evan. Il n'a pas sursauté. Ne s'est pas retourné brusquement comme un homme surpris. Il s'est juste redressé légèrement, s'est levé lentement et a tourné la tête. Son visage a capté juste assez de lumière pour qu'elle puisse tout voir. La barbe taillée, les pommettes plus saillantes. Les rides autour de sa bouche plus profondes. Et ses yeux ne portaient pas de haine. Pire, ils ne portaient rien. Salut, dit-elle, forçant la syllabe à travers la boule dans sa gorge. Il n'a pas répondu, l'a juste regardé comme si elle était un tableau qu'il ne se souvenait pas d'avoir accroché. Pas en colère, pas effrayé, juste confus de savoir pourquoi il était là. Elle fit un pas en avant. Tu m'as manqué. Une longue pause. Il n'a pas scié. N'a pas tressailli. Puis, finalement, il a parlé. Ce qui t'a manqué, c'est la version de moi que tu croyais posséder pour toujours. Sa voix était plus grave maintenant, moins polie, comme celle de quelqu'un qui n'avait pas eu besoin d'adoucir quoi que ce soit depuis très longtemps. Elle déglutit. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vivant. Entier. Pas ruiné. Elle secoua la tête, les yeux lui piquant. A ressemblé à ça. Comme si rien ne s'était passé. Il eut un petit rire sec. Sans joie. Oh, quelque chose s'est passé. C'est juste que ça t'est arrivé à toi. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Que pouvait-elle dire? Qu'elle était désolée? Que l'homme debout devant elle n'était pas celui qu'elle avait trahi, mais une nouvelle version cristalline, sculptée par le silence et la distance.
J'ai fait une erreur, dit-elle finalement. Cette nuit-là. Cette nuit-là, l'interrompit-il, fut le moment où j'ai réalisé que tout ce qui l'avait précédé était un mensonge que j'avais accepté. Evan, tu ne pensais pas que je partirais, dit-il, coupant ses paroles comme le vent à travers le brouillard. Tu pensais que je te poursuivrais, que je discuterais, peut-être même que je pardonnerais à la fin. Mais tu n'as jamais pensé que je disparaîtrais, n'est-ce pas? Non, murmura-t-elle. Tu n'étais pas censé devenir quelqu'un sans moi. Il s'est retourné vers la sculpture, a ramassé un morceau de bois, l'a aligné avec un autre comme si elle n'était rien de plus qu'une pause gênante dans sa matinée. Chelsea s'avança à nouveau, plus près maintenant. J'avais juste besoin de te voir. C'est fait. Silence. Et ça, réalisa-t-elle, c'était tout ce qu'elle obtiendrait. Il n'essayait pas de la punir. Il n'essayait rien du tout. Il était déjà passé à autre chose, au sens le plus vrai du terme. Pas à quelqu'un d'autre. Mais au-delà de la version de lui-même qui avait un jour eu besoin de son approbation, de sa présence, de son drame, de son nom. Il s'était reconstruit, tranquillement, entièrement, et ce faisant, l'avait rendu complètement obsolète. Elle est restée là un instant de plus, espérant quelque chose. Un regard, un soupir, même un au revoir. Rien. Il a juste continué à sculpter, les mains rudes, précises et libres. La marée montait. Le soleil grimpait plus haut. Et Chelsea se tenait simplement dans la lumière naissante, essayant de ne pas s'effondrer, car devant elle se trouvait la preuve de la seule chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, l'homme qu'elle avait brisé ne s'était pas brisé, il avait mué. Le lendemain matin, elle attendait sur la même étendue de sable. Assise sur un banc éclaté près de la promenade où les locaux venaient boire du mauvais café et se disputer au sujet des marées. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, qui rebondissaient, le mascara déjà en train de couler à cause du vent marin. Elle ressemblait à une femme suppliant le temps de lui accorder sa pitié. Il est arrivé à cette heure précise. Pas de poignée de main, pas de sourire, juste un léger signe de tête alors qu'il s'asseyait à côté d'elle sur le banc, légèrement tourné, les yeux fixés sur l'horizon comme si l'océan avait plus à dire qu'elle ne le pourrait jamais. Merci, dit-elle doucement, d'avoir accepté de me rencontrer. Il ne répondit pas, je ne suis pas là pour tout remuer. J'ai juste besoin de dire quelque chose et je n'attends rien de toi. Toujours rien. Elle insista, les mots se déversant comme de l'eau à travers des mains fissurées. Ce que j'ai fait n'était pas seulement égoïste. C'était lâche. J'ai essayé de le présenter comme une croissance, comme un éveil, mais ce n'était que du marketing. Tu as été bon pour moi, Evan, meilleur que je ne savais l'accepter à l'époque. Et je pense, non. Je sais que j'ai ruiné quelque chose de sacré. Elle jeta un coup d'œil. Il cligna des yeux une fois, mais aucun autre signe que sa voix s'enregistrait comme autre chose qu'un bruit de fond. J'ai essayé de passer à autre chose, dit-elle. J'ai essayé de sortir avec des gens, essayer la thérapie, essayer les rituels de purification et les retraites et l'écriture et rien de tout ça n'a fonctionné parce que tu étais la chose la plus réelle que j'ai jamais eue et je t'ai transformé en un titre de journal. Toujours le silence. Je suis désolé, murmura-t-elle. Une longue pause. Puis, finalement, il a fouillé dans la poche de son manteau et en a sorti une enveloppe. Blanche, standard, impeccable, pas de message manuscrit, juste une lettre imprimée. Il la lui tendit comme un serveur déposant une addition. Efficace, impersonnel, final. Elle l'ouvrit. La lettre disait « Réponse du conseil d'administration de la fondation Driftwell ». Ses yeux parcoururent les paragraphes jusqu'à ce qu'il se pose sur la seule phrase qui comptait. Mademoiselle Elwood, votre pétition pour des excuses publiques formelles, une déclaration personnelle ou une clarification de votre réputation a été examinée et respectueusement rejetée. Les actions entourant votre départ étaient internes, justifiées et documentées. Votre marque personnelle, votre présence médiatique ou votre perception publique ne sont pas considérées comme des responsabilités de cette fondation. En dessous, 3 signatures. Pas celle d'Evan. Il n'avait pas écrit la lettre. Il l'avait déléguée. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite. Tu savais que j'avais contacté le conseil. Il parla enfin. Tu pensais que j'allais la lire. Sa bouche s'entr'ouvrit. Je n'essayais de manipuler personne. Je pensais juste que si les gens comprenaient ce qui s'était vraiment passé, ils ont compris, l'interrompit-il.
C'est pour ça qu'il ne rappelle pas tes appels. Des larmes montèrent à ses yeux. Mais elle refusa de les laisser couler. Pas devant lui. Pas sur ce banc. Pas là où les mouettes pourraient assister à son effondrement. J'ai tout perdu, dit-elle. Il haussa les épaules, regardant toujours les vagues. Alors je suppose que nous sommes quittes. Non, dit-elle. Tu as reconstruit. Et tu t'es marqueté, répondit-il. Tu as essayé de convertir la honte en influence. Tu as appelé ça de la guérison parce que la publicité était trop honnête. Ce n'est pas juste. Il se tourna vers elle enfin, juste un peu, juste assez pour qu'elle le voie. Son visage, plus touché par le chagrin ou le souvenir. C'est exact. Le vent se leva, ses cheveux lui fouettèrent la bouche. Était-ce réel, demanda-t-elle, désespérée maintenant. Quoi que ce soit. Il la considéra un long moment, puis dit, ça l'était. Jusqu'à ce que tu aies besoin d'un rebondissement dans l'intrigue. Elle expira brusquement, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années et réalisé enfin qu'il n'y avait plus d'oxygène. Tu n'es pas en colère, dit-elle. Non. Tu ne me détestes pas, il la regarda et la réponse fut pire que la haine. Je ne pense pas à toi. Elle se leva lentement, plia la lettre et la remit dans l'enveloppe comme si cela pouvait faire disparaître les mots. Je pensais que peut-être nous pourrions réécrire les choses. Il se leva aussi, et épousseta le sable de sa manche. Tu ne fais pas partie du prochain chapitre. Elle ne le regarda pas s'éloigner car le temps que ses genoux cessent de trembler, il était déjà parti. Le clip ne durait que 46 secondes. Écran noir, fondu au noir sur une image granuleuse d'une femme tapant sur une machine à écrire vintage sur un porche ensoleillé. Coupe sur un homme en blazer gris assis devant un mur de livres. La légende le présentait simplement comme Harvey Beckman, stratège juridique. Sa voix était calme, presque amusée, comme quelqu'un donnant une conférence TED sur l'art de l'évasion. Certains hommes ne crient pas, dit-il en se penchant légèrement en avant. Ils ne jettent pas d'objets. Ils ne laissent pas de notes passives-agressives ou ne font pas de trous dans les murs. Non, les rares. Ils disparaissent. Mais pas de manière chaotique. Pas de drame. Pas de sang. Ils les ghostent avec intention. Ils laissent derrière eux des systèmes qui fonctionnent sans eux. Et les gens qui les ont blessés, ils se retrouvent à frapper des ombres. Fondu au noir. Ces 46 secondes ont brisé l'algorithme. À midi, la vidéo avait 3,6 millions de vues. Un hashtag est apparu, GhostWitint. Les TikTokers ont commencé à plaisanter sur le fait de « faire une évane » pour sortir de relations toxiques. Les fils de discussion Reddit ont disséqué le clip comme s'il s'agissait des saintes écritures. Des articles de fond ont été publiés. Un article a qualifié cela de « la stratégie de vengeance la plus élégante de la décennie ». Un autre l'a surnommé le « jujitsu financier pour les personnes émotionnellement matures ». Mais Chelsea ne riait pas, car dans les commentaires, enfouis sous les théories de fans et les mantras sur la reprise du pouvoir, se trouvait son nom. Pas en entier, personne n'a posté « Chelsea Elwood » ouvertement, mais assez de miettes de pain pour suivre la piste. Quelques commentateurs de l'époque de la fondation ont commencé à divulguer des détails. Je suis presque sûr que le gars était Evan Elwood. Sa femme l'a dénoncé pendant un dîner, non? D'autres ont enchaîné. Une photo floue du magazine a fait surface. Un Redditor a affirmé avoir des informations exclusives d'un ami commun. Puis quelqu'un a déterré la vidéo « Honnêteté, guérison et conversation difficile » que Chelsea avait postée 3 ans plus tôt. Elle a refait surface comme un cadavre dans un lac, et elle n'avait pas bien vieilli. Des extraits ont été sortis de leur contexte ou, pire, laissés dans leur contexte. Ces phrases sur « l'éveil » et « l'alignement » ont été montées sur des vidéos de réaction de personnes visiblement dégoûtées. Un utilisateur a ajouté une musique dramatique et l'a intitulée « Comment ruiner sa vie en moins de 2 minutes ». Chelsea a essayé de prendre les devants, a publié une déclaration sur son blog. J'apprécie l'intérêt que mon ancienne relation a suscité. Par respect pour mon passé et la vie privée de toutes les personnes impliquées, je ne participerai pas au récit médiatique. La guérison n'est pas linéaire. Elle est privée. Elle est sacrée. La réaction a été instantanée. Vous utilisez « sacré » pour décrire un coup de com'. Cette femme a trompé son mari lors d'un dîner et veut de la vie privée maintenant? Madame, vous avez posté une vidéo de guérison 3 jours après l'affaire.
Vous vouliez un public. Vous l'avez eu. Chelsea a essayé de désactiver les commentaires, ce qui a aggravé les choses. Un essayiste de YouTube a publié une analyse approfondie intitulée « La vulnérabilité comme arme, le manuel de Chelsea Elwood », qui s'est hissé au 12e rang des tendances. D'anciens sponsors ont commencé à se retirer discrètement. Un podcast où elle avait été invitée a supprimé son épisode. Une marque de bien-être a mis en pause son code d'affiliation. Même sa thérapeute a arrêté de partager ses citations. Et pendant tout ce temps, Evan ne disait rien. Il n'a pas clarifié, n'a pas poursuivi en justice, n'a pas défendu, ne s'est pas vanté ni corrigé. Il a simplement continué à construire des choses avec du bois flotté, à troquer son art contre du café, n'attachant son nom à rien ni à personne. Ce qui a rendu les choses pires, car chaque histoire, chaque scandale a besoin d'un méchant et d'une victime. Mais Evan a refusé les deux rôles. Il était juste parti. Et en son absence, l'histoire a continué à s'écrire sans lui. Elle regardait les clips la nuit dans son lit, le volume bas, les rideaux tirés. Elle se disait que ça passerait, qu'Internet oublie. Mais dans le silence qui suivait, elle savait qu'il n'oublierait pas ça. Non pas parce qu'il avait disparu, mais parce qu'il l'avait fait sans un bruit, et s'était assuré que tout le monde l'entende quand même. Le vent était doux ce matin-là, balayant les dunes comme un soupir qui n'avait pas besoin de permission. Les vagues se déplaçaient lentement et paresseusement, à moitié endormies, s'étirant contre le rivage. Evan marchait pieds nus, les mains dans les poches d'une veste en toile élimée, un morceau de bois flottait sous le bras. Pas d'outils, pas de téléphone, juste le matin, juste le rythme. Il n'a vu le garçon que lorsqu'il était à 3 mètres de lui. Un flot de jambes rapides et de cheveux blonds, criant son nom. Evan. Evan, regarde ce que j'ai trouvé. L'enfant tenait une carapace de limule rouillée, fier comme s'il avait découvert un trésor enfoui. Evan s'accroupit, prit la chose fragile délicatement dans sa main, la tourna une fois, 2 fois. Morte mais propre, dit-il. Bien vu. Le garçon rayonnait. On peut la garder? Evan hocha la tête. Pour la prochaine sculpture. Tu pourras choisir où elle ira. Derrière eux, des pas plus lents, hésitants. Evan se releva, non par alarme, mais par inévitabilité. Il savait qui c'était avant de se retourner. Chelsea. Plus mince maintenant. Sa peau tirée sur des pommettes qui avaient autrefois contenu le rire comme s'il lui était dû. Elle portait des sandales, pas de maquillage, et un long cardigan qui n'allait pas avec la plage. Ses cheveux étaient attachés, mais des mèches folles s'accrochaient à son visage dans le vent. Elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de ne pas trembler. Il n'y avait pas d'entourage, pas de sourire étudié, pas de caméra la suivant depuis les buissons. Juste elle et le poids de 3 ans s'écrasant comme une lame de fond qu'elle n'avait pas vu venir. Les yeux d'Evan se posèrent sur elle puis se détournèrent, non pas de manière ostentatoire, juste sans investissement. Elle fit un pas en avant. Je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui, dit-elle, la voix rauque par manque d'usage ou par regret. Il ne pouvait pas dire. Je me promenais juste. Il n'a pas hoché la tête. N'a pas parlé. Ton filleul, demanda-t-elle, regardant le garçon sautiller devant avec la carapace. Evan jeta un coup d'œil à l'enfant qui creusait maintenant une petite tranchée avec ses mains. Une famille m'a accueilli. C'est leur fils. Je suis juste le type qui sculpte des arêtes de poisson sur les clôtures. Chelsea a ri, trop vite. Tu dis toujours des choses comme ça. Comme si elle ne voulait rien dire. Toujours le silence. Son ton a changé, plus doux maintenant. Tu as l'air, Evan attendit. Elle expira. Libre. Il ne réagit pas, j'ai essayé, dit-elle. De réparer les choses, d'être meilleur, de vivre plus petitement. Tranquillement. Je pensais que si je te revoyais. Ses yeux s'emplirent, mais aucune larme ne tomba. Peut-être les avait-elle toutes utilisées. S'il te plaît, murmura-t-elle, faisant un pas de plus. Dis quelque chose. Il se tourna complètement vers elle maintenant. Pas avec mépris. Pas avec pitié. Avec finalité. Tu l'as fait. Ça a atterri plus fort que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Parce qu'à ce moment-là, elle l'a vu. Pas l'homme qu'elle avait trahi, mais l'homme d'après. Celui qu'elle n'avait pas brisé.
Celui qui n'avait pas besoin de guérir parce qu'il s'était déjà débarrassé des parties de lui-même qui avaient un jour voulu son retour. Il se tourna, le bois flottait toujours sous son bras, et marcha vers le garçon. Chelsea ne le suivit pas. Ne le pouvait pas. Parce que rien chez l'homme en face d'elle ne lui appartenait plus. Ni le nom, ni la paix, ni même la douleur. Elle resta seule alors que les vagues arrivaient, les regardant tous les deux, l'homme et l'enfant, marcher côte à côte vers une sculpture en devenir. Et pour la première fois de sa vie, Chelsea ne se sentit pas seulement désolée, elle se sentit effacée.